Bienvenue sur cette nouvelle formation à la découverte du SwiftUI, l'outil le plus puissant selon moi pour développer des applications mobiles. Le SwiftUI, c'est un outil développé par Apple qui va nous permettre de créer des applications sur tous les environnements de cette marque, donc que ce soit les iPhones, les iPads, les Mac, les WatchOS, l'Apple TV, etc., etc. Donc dans cette mini-formation, l'objectif, ça va être de découvrir en fait cet outil qui est extrêmement puissant et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut l'utiliser de manière très simple pour créer sa première application iOS. Donc ce qu'on va apprendre dans cette mini-formation, c'est à développer cette application que vous voyez ici. Donc on va créer une petite application qui permet de traquer entre guillemets ces différentes crypto-monnaies. Donc on va apprendre notamment comment créer cette vue-là. On va vraiment partir de zéro. On va apprendre à importer des images, on va apprendre à créer différentes vues, différentes sous-vues, on va apprendre à naviguer dans différents écrans de l'application, etc., etc. Donc l'objectif, ça va être de créer notre première application iOS, de découvrir comment le SwiftUI fonctionne, de découvrir également les bases de la programmation déclarative, puisque le SwiftUI est un framework déclaratif, et on va également découvrir les différentes étapes qui sont extrêmement importantes pour se lancer dans le développement iOS, notamment grâce au SwiftUI. Et bien sûr, j'espère vous transmettre la passion du SwiftUI. Moi, c'est vraiment un outil que j'adore. J'ai découvert d'autres outils dans ma jeune carrière de développeur. J'ai utilisé plusieurs technologies, plusieurs langages, plusieurs frameworks. Et pourtant, le SwiftUI, c'est celui qui revient à chaque fois, puisque c'est vraiment un plaisir de travailler avec cet outil, et c'est d'ailleurs ce que me disent à chaque fois mes élèves lorsque je leur fais une petite présentation ou carrément un cours complet sur le SwiftUI. Dès les premières heures de la formation en présentiel, j'ai des réactions du style « Ah mais c'est incroyable comment c'est facile de créer une application en SwiftUI par rapport à d'autres technologies ». Alors comment suivre cette formation pour devenir développeur iOS ? Ce que je vous conseille, là, dans cette formation, dans l'heure qui suit, je vais vraiment vous partager énormément de valeurs, je vais vous donner beaucoup de conseils, je vais utiliser beaucoup de termes, je vais essayer de les expliquer de manière les plus précises possible, mais sans rentrer trop dans les détails non plus. Je vous conseille vraiment de suivre cette formation avec une tasse de café. Posez-vous tranquillement devant cette vidéo. Je veux pas non plus que vous regardiez cette vidéo comme une série Netflix en faisant quelque chose à côté. Là, l'objectif, ça va vraiment de se concentrer sur cette vidéo, mais sans forcément essayer de refaire la même chose. Donc écoutez avec vos yeux, mais n'essayez pas forcément de recréer l'application que je vais être en train de coder dans cette vidéo, parce qu'on va vraiment partir de zéro, hein, donc en soi, vous pourriez très bien suivre la formation. Là, je vous conseille vraiment de regarder plutôt la vidéo, de prendre des notes si vous en ressentez le besoin, mais pas forcément d'essayer de faire comme moi, parce qu'en essayant d'écrire le même code que moi, vous allez peut-être être perdu, et vous allez peut-être faire moins attention à toute la valeur que je vais vous apporter, et à tous les conseils que je vais vous donner. Allez, c'est parti, on commence tout de suite sur le logiciel Xcode. Donc c'est le logiciel qui va nous permettre de créer des applications sur iOS, donc aussi bien sur iPhone que sur iPad, mais également sur tous les autres appareils d'Apple. Donc l'Apple TV, l'Apple Watch, etc., etc. Et c'est exactement ce que va nous permettre de faire le SwiftUI, c'est-à-dire que le SwiftUI, c'est un framework qui nous permet de développer sur tous les appareils d'Apple avec un seul et même code. Donc ça, c'est un premier gros avantage du SwiftUI. Alors, on va y aller tout doucement, on va y aller étape par étape. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tous les termes que j'utilise, c'est normal. Là, le but de cette vidéo, je me répète, mais c'est vraiment de vous faire comprendre la puissance du SwiftUI et de vous montrer ce qu'on peut faire avec de manière très simple. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un projet Xcode, donc c'est un projet vierge. On va voir que j'ai configuré déjà quelques petits trucs, mais ça va juste nous permettre d'aller plus vite et de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 3 heures. Donc, de quoi est constitué un projet Xcode, donc une application iOS ? Premièrement, d'un premier fichier qui s'appelle le nom de votre projet suivi de app. Donc moi, j'ai appelé mon projet crypto, donc j'ai un fichier qui s'est créé automatiquement qui s'appelle crypto app. Ici, rien de très compliqué, il faut bien comprendre que c'est le point d'entrée de l'application, et ce qui nous importe, c'est cette ligne ici à l'intérieur du window group.
puisque cet objet-là va être le point d'entrée de notre application. C'est-à-dire que lorsque je vais lancer mon application, que ce soit sur le simulateur ou sur un appareil physique, eh bien, je vais tomber dans un premier lieu sur cette vue-là. Cette vue-là, elle est définie dans le deuxième fichier, qui est donc le fichier Content View. On voit que c'est une structure. Alors, encore une fois, pour les termes, structure, classe, méthode, fonction, etc., c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Là, encore une fois, le but, c'est vraiment de vous faire découvrir la puissance du SwiftUI sans rentrer en profondeur dans la signification des termes. Donc, cette structure Content View permet de déclarer une vue. Et si je clique sur Resume ici, eh bien, je vais voir en direct à quoi ressemble ma vue. Donc, on voit que j'ai un texte ici, Hello World, qui s'affiche. Eh bien, c'est ce texte-là qui est rendu sur l'application. Alors, ce qui est intéressant avec Xcode et le SwiftUI, c'est qu'on peut venir modifier en temps réel la vue de mon application. Donc là, je viens de modifier mon texte, donc je viens de modifier mon code, et on voit qu'en temps réel, la prévisualisation a été mise à jour. Donc ça, c'est déjà aussi un gros avantage du SwiftUI. Ça nous permet de visualiser en direct les modifications de notre code. Donc ça, c'est pour le deuxième fichier qui va être très important pour nous. C'est le deuxième fichier qui est créé automatiquement. Ensuite, moi, ce que j'ai rajouté, c'est deux petites choses, notamment le fichier data, dans lequel j'ai défini ce qu'on appelle un modèle pour certains objets de l'application. Dans mon application, comme vous l'avez vu en introduction, on va créer une vue qui va nous permettre en fait de traquer, entre guillemets, le cours de nos différentes crypto-monnaies. Et donc pour ça, on va devoir manipuler des crypto-monnaies. Alors quand je dis manipuler des crypto-monnaies, c'est tout simplement un objet en fait qu'on aura défini en Swift qui représenterait une crypto-monnaie. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est tout simplement une structure qui s'appelle cryptocurrency et qui a différentes propriétés. Tout comme une voiture pourrait avoir différentes propriétés comme une couleur, le nombre de passagers, la vitesse actuelle, le nombre de roues, le modèle, la plaque d'immatriculation, enfin bref, plein de choses. La structure cryptocurrency détient plusieurs propriétés comme un nom, le symbole, donc BTC pour le Bitcoin par exemple, le nom de son icône, parce qu'on va voir qu'on aura aussi importé les icônes de chaque crypto dans l'application, sa valeur actuelle et également par exemple sa fluctuation que moi j'ai appelée évolution, donc en pourcentage. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, donc ça en fait on peut le voir un petit peu comme un moule qui définit un peu la forme de mon objet, et ensuite on peut remplir ce moule avec de la matière. Est-ce que dans le moule qui est en silicone, je mets du ciment, ou alors est-ce que je mets du ciment bleu, vert, rouge, ou est-ce que je mets de la cire, etc., etc. Et donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai rempli en fait mon moule cryptocurrency en lui disant que premièrement je vais le remplir avec un nom Bitcoin, le symbole BTC, l'icône qui est ici, on va voir à quoi il correspond après, une valeur de 34 000 et quelques, etc., etc. Et donc comme ça j'ai pu créer, là on en a 7, j'ai 7 crypto-monnaies différentes. Donc ça, ce sont les données qu'on va utiliser dans notre application. Donc encore une fois, pas de panique si vous ne comprenez pas exactement à quoi correspond tout ce fichier-là, on va juste l'utiliser. Là il n'y a rien de très complexe, vous pourrez prendre le temps de le comprendre plus tard. Et ensuite ce que j'ai ajouté également, c'est dans le dossier Assets, donc ça c'est le dossier qui va contenir tout ce qui n'est pas du code dans notre application, donc ça peut être des images, des vidéos, des sons par exemple, ou encore des couleurs. Et c'est également là qu'on va venir mettre le logo de l'application. Donc moi j'ai ajouté quelques logos, donc tous les logos en fait des cryptos que j'utilise. Donc là par exemple on voit que j'ai le logo qui s'appelle Bitcoin-BTC-logo, et en fait c'est celui-ci qui est utilisé dans un des objets cryptocurrency. Donc j'ai importé toutes mes images, et maintenant j'ai également aussi importé différentes couleurs. Donc là j'ai un vert, un rouge, un jaune, et puis différentes couleurs que je vais pouvoir directement utiliser dans mon application. Donc voilà pour l'état actuel du projet. Au final rien de très complexe. Maintenant on va pouvoir passer à la pratique. Donc je vais retourner dans mon fichier Content View et je vais pouvoir maintenant commencer par créer la cellule qui va représenter une crypto-monnaie. Donc on aura notamment son symbole, son titre, donc son image, son titre, son symbole BTC, et puis sa valeur et sa fluctuation. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en SwiftUI, on va venir déclarer notre vue.
Si par exemple je veux avoir un titre et en dessous un sous-titre, eh bien je vais te dire j'empile de manière verticale un titre et un sous-titre. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer déjà dans une VStack par ajouter le nom de la crypto et son symbole. Donc pour ça, je crée ce qu'on appelle une VStack, c'est-à-dire une pile verticale, qui va me permettre d'ajouter un premier texte, donc Bitcoin par exemple, et un deuxième texte, hop, BTC par exemple. Voilà, et ça va me permettre d'empiler de manière verticale différents éléments. Donc là, des fois, voilà, la preview se met en pause, il suffit juste de la relancer et on va voir que j'ai la prévisualisation en direct de ma vue. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de styliser un petit peu ces éléments. Parce que moi, je veux par exemple que Bitcoin soit un petit peu plus gros et que BTC soit en gris, bref, je vais venir styliser un peu ma vue. Donc pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle des modifiers. Alors encore une fois, ce terme-là, c'est un terme nouveau, c'est un terme spécifique au SwiftUI, c'est un terme que vous allez entendre très souvent, donc pas de panique si vous avez du mal un petit peu au début à comprendre à quoi il correspond. Mais un modifier, dans sa forme la plus simple, c'est quelque chose qui permet en fait de modifier une vue, un élément, ça peut être un texte, un bouton, etc. Et bien un modifier va permettre de modifier mon texte. Il existe par exemple un modifier qui s'appelle font et qui prend en paramètre une police qui peut par exemple s'appeler headline. Alors il y en a plein, il y a le titre, il y a des captions, etc., etc. Il y a plein de styles prédéfinis. Et donc moi, ici en faisant ça, je viens de modifier la couleur du texte Bitcoin. Je peux également utiliser le modifier qui s'appelle foreground color qui prend en paramètre une couleur. Alors cette couleur, ça peut être par exemple rouge, ça peut être violet, vert, etc., etc. Mais moi, j'ai créé moi-même ma couleur. Et quand je crée moi-même ma couleur dans le dossier assets, une couleur qui s'appelle par exemple texte, donc moi c'est la couleur de texte que je vais vouloir utiliser, eh bien je peux appeler directement cette couleur-ci comme ceci, donc j'appelle en fait le nom de la couleur. Et là en fait on voit, alors ça se voit pas très bien parce que là on est sur du blanc un peu gris sur blanc, donc on a du mal à distinguer le texte, mais on va venir mettre une couleur de fond par la suite. Et donc cette couleur de fond, justement, moi je l'ai déjà importée, elle s'appelle background. Donc je peux appliquer le modifier qui s'appelle background, qui prend en paramètre encore une fois un objet de type color, et cette fois-ci ma couleur elle s'appelle background. Et là en fait on voit que j'ai appliqué une couleur de fond à toute ma VStack, donc à toute ma pile verticale, c'est-à-dire l'ensemble de mes deux textes. Alors je vais venir modifier un petit peu BTC aussi, je vais lui modifier sa fonte, on va la mettre en fonte callout pour qu'elle soit un petit peu plus petite. Je peux modifier également, encore une fois avec un modifier, ce qu'on appelle l'épaisseur de ma police. Moi je vais la mettre en light. Et puis bien sûr on va devoir modifier la couleur du texte, donc avec le modifier foreground color. Donc cette fois-ci, ça va être encore une fois la couleur texte. Et donc là, maintenant, j'ai mes deux textes qui ont la fameuse couleur qui s'appelle texte, qui, moi, au final, est un espèce de gris un petit peu un gris très clair. Donc ça, c'est pour les modifiers, on va dire, classiques. Des modifiers, il en existe plein. On peut imaginer quasiment tout ce qui est faisable en termes d'interface graphique, c'est faisable avec un modifier. Je peux modifier par exemple l'opacité, donc opacity à laquelle je viens donner une valeur de 0,8, donc 80%, et on voit que l'opacité de BTC a été un petit peu réduite. Donc ça c'est pour les modifiers. On va en utiliser plein au cours de cette mini formation. Il ne faut pas tous les retenir, de toute façon on les retrouve assez facilement sur internet, sur des forums, et puis de toute façon au fur et à mesure des heures de pratique que vous allez passer à apprendre le SwiftUI, vous allez voir que ça va rentrer tout seul. Alors, les modifiers, c'est un premier moyen de modifier notre vue. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut également utiliser des vues conteneurs comme la VStack, auxquelles on peut passer différents paramètres. Donc, encore une fois, là, je veux vraiment pas que vous reteniez tout ce qu'on est en train de dire, il faut vraiment que ça rentre petit à petit au fur et à mesure de la pratique. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut passer en paramètres différentes choses, comme ici par exemple pour une VStack, un alignement et un spacing. Donc si je lui passe en paramètre un alignment qui est la valeur leading,
eh bien, tous mes éléments qui sont à l'intérieur de la VStack, donc mes deux textes, vont être déplacés, vont être alignés en leading. Donc leading, ça veut dire le début. Donc pour nous, français qui écrivons avec une écriture française de gauche à droite, leading c'est gauche. Donc là, mes deux textes sont alignés à gauche. Et puis, je peux ajouter également un spacing. Alors, je vais ajouter une valeur de 4, un spacing de 4, et on voit que ça ajoute un petit peu d'espace entre mes deux textes. Si j'avais une valeur de 40, on voit que j'ai une valeur de 40 entre les deux. Donc ça, c'est pour la VStack, les modifiers et les différents paramètres. Et on va voir en fait que, eh bien, à chaque fois qu'on va designer une vue en SwiftUI, eh bien, ce sera toujours le même principe. J'utilise des objets que j'encapsule dans des vues conteneurs auxquels j'applique des modifiers et auxquels éventuellement je passe des paramètres. Donc, objet, vue conteneur, modifiers et paramètres. Donc là, on voit que j'ai déjà une petite ébauche de ma vue. Il manque plein de choses, évidemment. Il manque, par exemple, le symbole de ma crypto. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir aligner ici mon symbole et ici l'ensemble Bitcoin et BTC. Donc pour ça, il faut que je les aligne horizontalement, donc que je crée une H-stack. Donc je vais prendre tout ça, ma VStack, et je vais la mettre dans une H-stack. Donc au final, rien ne change, sauf que maintenant, eh bien, je peux venir ajouter une image. Alors quelle image je vais mettre? Eh bien tout simplement une des images que j'ai importées dans mon dossier Assets, je copie son nom et je viens le mettre ici. Et on voit, si je relance la preview, que je vais avoir directement l'image incorporée dans ma vue. Alors bien sûr, plus tard, on pourra voir comment aller chercher directement une image sur Internet à partir de son URL pour, par exemple, des photos de profil, si on veut créer un réseau social. On verra que c'est aussi simple que ça, mais en tout cas, pour l'instant, on voit déjà que c'est très simple d'ajouter une image dans une application. Alors maintenant, je vais vouloir la modifier un petit peu. Pour ça, il faut appliquer le modifier qui s'appelle Resizable, qui me permet de redimensionner une image pour qu'elle puisse prendre tout l'espace qui lui est alloué. Donc là, on voit qu'elle prend tout l'espace de l'écran. Mais moi, je vais lui dire, non, tu ne prends pas tout l'espace de l'écran, tu prends une frame. Donc une frame, c'est un carré, c'est un contour, enfin c'est un carré ou un rectangle. Et je vais lui dire, tu prends une taille de 30 par 30. Donc 30 en largeur, 30 en hauteur. Et du coup, on a notre petit symbole qui est ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ajouter un petit peu de marge autour de mon symbole. Donc je vais ajouter le modifier qui s'appelle padding. Et je vais ajouter un autre modifier qui s'appelle background color. Donc je vais mettre une couleur de fond derrière ce petit symbole. Et donc cette couleur de fond, ça ne va pas être blanc, mais ça va être la couleur qui s'appelle pour moi text 2. Donc c'est un gris un petit peu plus foncé que le texte, la couleur texte qui est ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux appliquer aussi? Je peux appliquer un corner radius, alors d'une valeur de 10 par exemple, mais moi je veux que ce soit un cercle, donc je vais ajouter une valeur qui s'appelle infinity, j'aurais pu mettre la valeur 30 plus 8 divisé par 2, donc 19 si je ne me trompe pas. Comme ça on a pile le corner radius qui est égal à la moitié de la hauteur ou de la largeur du cercle. Bon là je peux mettre la valeur infinity, c'est plus simple. Et donc là, au final, on commence à voir un petit peu notre cellule prendre forme. Alors, ce que je vais faire, c'est ajouter juste un spacing pour ma hash stack, donc de 16 par exemple, pour séparer un petit peu le symbole de l'ensemble des deux textes. Et après, ce que je peux faire, à la suite de ma hash stack, donc on se rappelle, j'ai l'image, l'ensemble de mes deux textes, donc dans ma VStack, et ensuite, j'aurai le prix et la fluctuation. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter une autre VStack, pour ajouter un deuxième texte qui va être le prix. Donc là, on pourrait afficher par exemple 34 000 et quelques euros. Et puis, juste en dessous, j'aurai une fluctuation. Donc par exemple, plus de 2,45%. Hop. Voilà, donc après tout ça, bien sûr, on va utiliser notre modèle, les données qui sont déjà créées. On va bien sûr pas laisser ces valeurs en dur. Donc j'ai mes deux textes qui sont alignés de manière verticale parce que je les ai empilés dans une VStack. On va les modifier un petit peu. Donc le premier texte, je vais lui appliquer une foreground color, la même couleur que le Bitcoin.
Et puis ici en fait, donc pour la fluctuation, ça va varier un petit peu, ça va être différent puisque en fonction de si la variation est positive ou négative, on va vouloir appliquer soit la couleur qui s'appelle accent green ou accent red. Et donc pour ça, bien sûr, il nous faudra calculer la valeur, vérifier si la valeur de la fluctuation est positive ou négative. Donc ça, on le fera dans un second temps. Et au final, là, ce qui nous... on arrive au final à avoir une cellule plus ou moins correcte. Maintenant, ce qui nous manque, c'est de faire en sorte que la cellule prenne tout l'espace, toute la largeur de l'écran. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est ajouter tout simplement un spacer entre ma vstack, donc cet ensemble de deux textes, et cet ensemble de deux textes qui sont ici. Donc le spacer, c'est un objet qui prend tout l'espace restant. Et puis, bien sûr, là, comme on ne veut pas faire en sorte que la cellule soit collée au bord de l'écran, eh bien, on peut ajouter tout simplement un petit padding. Donc j'ajoute le padding, et après le padding, je peux ajouter un background. Donc là, je vais ajouter une couleur de fond, puisque moi, je ne veux pas exactement que ce soit la couleur qui s'appelle background, mais plutôt la couleur qui est ici light gray. Et en fait, la couleur background, c'est pour la couleur de fond de mon application. Donc light gray. Et là, du coup, j'ai ma cellule qui, bon, voilà, elle manque encore de certaines modifications, mais on se rapproche de quelque chose d'assez sympa. Et puis, ce que je peux faire, c'est lui appliquer aussi un corner radius. Donc un corner radius de 16, par exemple. Et du coup, on se retrouve avec une cellule pas trop mal. Donc on a notre cellule, ici, qui est arrondi, qui a certaines propriétés, le Bitcoin, là d'ailleurs il manque un C, voilà, son symbole, sa valeur, et puis bientôt la fluctuation. Donc déjà on a une cellule qui est pas trop mal. Le problème c'est que ici on a utilisé des valeurs en dur, c'est-à-dire qu'on a utilisé le texte de ce logo, le texte Bitcoin, le texte BTC, donc si on fait ça, eh bien on ne va pas pouvoir créer différentes cellules pour chacune des différentes cryptos. C'est-à-dire que si je veux créer une crypto pour l'Ethereum ou pour le Binance USD, je vais devoir recréer cette cellule. Donc on se doute bien que ce n'est pas la bonne méthode. Et pour contrer ce problème-là, on va créer ce qu'on appelle des vues génériques. C'est-à-dire que ici on a créé notre vue une fois, mais ensuite on va lui dire, bah tiens, tu me crées une instance de cette vue-là pour le Bitcoin, une autre pour l'Ethereum, une autre, etc., etc. Donc pour ça, il faut créer une vue générique. Et pour créer une vue générique, on doit lui créer des propriétés. Donc si par exemple, au-dessus de la variable body, je lui dis, tu crées un objet, tu viens récupérer un objet de type cryptocurrency, donc let crypto de point cryptocurrency, ça veut dire que la cellule content view doit accepter en paramètre une cryptocurrency. C'est d'ailleurs ce qu'il m'indique ici. Il me dit, là, j'ai besoin que tu me donnes en paramètre une cryptocurrency pour que moi je sache quoi afficher. Donc nous, cette cryptocurrency, on peut y accéder ici dans l'objet cryptolist. Et donc pour aller, donc cryptolist qui est ici, et pour aller chercher un des éléments de ce tableau-là, eh bien je peux utiliser les crochets, notamment le crochet 0, qui va me permettre d'aller chercher le premier élément dans cette cryptolist. Donc en l'occurrence, le Bitcoin. Sauf que maintenant, une fois que j'ai utilisé ça, eh bien je vais devoir remplacer toutes les valeurs en dur par le nom de la crypto, le symbole de la crypto, sa valeur, etc., etc. Donc là, je remplace le texte en dur par crypto.name, c'est une des propriétés de l'objet cryptocurrency qui est ici. Ensuite, je peux utiliser le symbole, l'icon name, etc., etc. Donc pour ce qui est du texte Bitcoin ici, on le remplace par crypto.name. Alors pardon, ici c'est icon name. Voilà, ici c'est l'image bien sûr qu'on veut récupérer. Ensuite, texte crypto.name, texte crypto.symbole. C'est dans la propriété symbole que j'ai le fameux symbole de l'application, enfin de la crypto. Ensuite, qu'est-ce qui me manque ici? La valeur. Donc là, c'est un petit peu particulier, puisqu'il faut transformer le chiffre en texte. On ne peut pas, dans un objet texte, afficher, lui passer en paramètre un nombre. Donc là, il faut le transformer. Et pour ça, on appelle le constructeur de string qui prend
un format. Donc ça, en fait, ça nous permet tout simplement de transformer un nombre en chaîne de caractères en précisant le format. Est-ce que je veux un chiffre après la virgule, deux chiffres après la virgule, etc., etc. Donc encore une fois, hein, là on rentre un petit peu dans les détails, mais il ne faut vraiment pas vous embêter si cette partie-là vous ne la comprenez pas. On la retrouve facilement sur Internet en cherchant comment formater un nombre en SwiftUI. Donc pour ça, je vais écrire %.2f, et là je viens passer la valeur que je veux formater au format %.2f, qui signifie tout simplement deux chiffres après la virgule. Donc pour ça, je vais chercher crypto.value, et puis ce que je vais faire, c'est prendre tout ça. Hop, alors j'ai quitté mon fichier malencontreusement. Donc ce que je vais faire, c'est prendre tout ça, le mettre dans une chaîne de caractères, et à la fin de cette chaîne de caractères, je vais ajouter le symbole euro. Alors euro, dollar, peu importe. Et donc pour ajouter une autre chaîne de caractères, ou en tout cas une valeur dans une chaîne de caractères, on peut utiliser ce qu'on appelle l'interpolation de chaîne de caractères, qui s'utilise avec le backslash parenthèse. Et à l'intérieur, en fait, je peux mettre du Swift, je peux mettre 5 plus 3, il va me renvoyer 8, ou alors je peux mettre directement la valeur string formatée. Donc ici, au final, je vais obtenir la valeur formatée à laquelle je viens ajouter le signe euro. Et donc je vais faire exactement la même chose. Ici, je prends mon texte pour la valeur de la variation. Donc ici, c'est pas crypto.value qu'on va afficher, mais plutôt crypto.evolution. Et là, bien sûr, c'est pas le signe euro, mais le signe %. Donc je relance mon preview pour voir si tout fonctionne bien. Et on va voir, hop, alors j'ai une erreur ici, où est-ce qu'elle est? Voilà, effectivement, dans Content View, c'est la même erreur que tout à l'heure. Il me dit, il me faut une cryptocurrency. Donc moi, je vais aller chercher crypto list, et puis je vais aller chercher la première valeur. Voilà, donc dans Content View, je relance la preview, je vérifie que tout fonctionne bien. Ok. Et on va voir, alors la preview met un petit peu de temps, et voilà. Donc là, on a les valeurs mises à jour, c'est-à-dire le 34 065, c'est bien la valeur qui est ici dans Data, 34 065. Ensuite, l'évolution, c'est plus 2,56%, et c'est bien la valeur qu'on a ici, plus 2,56%. Donc maintenant, on va pouvoir faire le test pour savoir si la valeur de notre évolution est positive ou négative. Et donc pour ça, ce qui est intéressant, c'est que le SwiftUI nous permet en fait de tester certaines conditions pour savoir si on affiche tel ou tel élément. Je peux par exemple tester si crypto.evolution est supérieur à 0. Si c'est le cas, eh bien on va afficher tel ou tel texte, et sinon on va afficher tel ou tel texte. Alors moi, le texte, il va être affiché dans les deux cas, que la crypto soit positive ou négative. Par contre, ce qui va changer, c'est la petite flèche, donc soit montante, soit descendante. Alors ces petites flèches-là, c'est ce qu'on appelle des SF symbols. Des SF symbols, vous pouvez taper SF symbole Apple sur Google, vous allez trouver toute la liste des symboles qui sont disponibles sur iOS. Donc c'est tous les symboles comme le symbole plus, le symbole créer quelque chose, etc., etc. Et donc en fait, c'est plein de symboles, il y en a plusieurs milliers qui sont disponibles directement dans Xcode. Et pour aller les chercher, eh bien on va aller chercher tout simplement image system name. Donc si j'écris image system name .home, je crois, alors je sais jamais si c'est home ou house, mais en tout cas il y en a un qui s'appelle paper plane. Et on voit, alors ici on ne le voit pas, mais si je lui applique une foreground color de white, on voit que j'ai un petit symbole sous format, qui représente un avion, donc un avion en papier, qui est représenté. Donc ça, c'est le fameux symbole pour envoyer quelque chose. Et nous, on a un symbole qui nous intéresse, qui est arrow.up, .up ou down, si en fonction de la flèche est montante ou descendante, .right. Et ça, c'est soit la flèche montante, soit la flèche descendante. Donc c'est ce symbole-là qui va nous intéresser. Et en fait, comme je vous dis, des symboles, il en existe des milliers. Et donc ce symbole-là, en fait, eh bien justement, on va décider d'afficher soit l'un, soit l'autre, donc montant ou descendant, en fonction de l'évolution de la crypto. Donc moi, par exemple, je vais vouloir afficher celui-là si crypto.evolution est positif. Sinon, donc else, j'affiche le même, mais en down.
Et donc là, justement, ça va dépendre de la crypto qu'on veut afficher. Ensuite, pour ce qui est de la couleur, et bien là, je ne vais pas vouloir afficher foregroundcolor.white, mais plutôt ma couleur à moi qui s'appelle accent green, ou alors accent red si jamais on affiche l'image, la flèche descendante. Ok, ensuite, donc ça c'est pour la flèche. Maintenant, pour ce qui est du texte, nous on va vouloir afficher le texte à côté de la flèche montante ou descendante. Donc pour ça, on va devoir créer une hash stack, donc une stack verticale, dans laquelle je viens ajouter mon image et le texte. Et donc en fonction de l'évolution de la crypto, eh bien, je vais modifier la couleur. Donc on voit là, ce qui est intéressant avec le SwiftUI, c'est que j'ai pas besoin d'écrire du code pour remplacer la couleur d'un élément, pour remplacer la valeur de tel ou tel texte. Non, je dis tel texte prend la valeur de tel élément, et ensuite si jamais cet élément change, la valeur, l'objet visuel va changer automatiquement. Donc là, ce que je peux faire, c'est utiliser ce qu'on appelle une condition ternaire, et je vais me demander si crypto.evolution est supérieur à 0. Si oui, alors je renvoie la couleur. Donc si c'est supérieur à 0, je renvoie la couleur verte, donc celle-ci. Et sinon, donc avec les 2 points, je renvoie la couleur rouge. Donc ça, encore une fois, c'est ce qu'on appelle des conditions ternaires. Pas de panique si ça vous perturbe un petit peu, mais la syntaxe, c'est tout simplement condition, point d'interrogation, la valeur qui est renvoyée si la condition est vraie, 2 points, la valeur qui est renvoyée si la condition est fausse. Et donc là, on voit que le texte est bien en bleu. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est faire en sorte d'aligner mon texte de la valeur de la crypto avec la valeur de la fluctuation, les aligner en trailing, donc à la fin de mon écran. Donc pour ça, je vais devoir aller chercher la hash stack, puisque c'est à l'intérieur que je veux aligner mes éléments, et lui appliquer le modifier. Alors, pardon, c'est pas un modifier, c'est un paramètre. Donc je lui applique le modifier, le paramètre, je vais y arriver, alignment, qu'on met en... Alors, c'est pas... non, pardon, je me suis trompé. C'est pas cette hash stack qui est ici, puisque là, c'est la flèche et le texte. Nous, on veut aligner la valeur de la crypto avec sa fluctuation, donc dans la vstack. Donc, la vstack, je lui passe en paramètre alignment, et on veut l'afficher en trailing. Et donc là, le tout est aligné à droite de mon écran. Donc là, au final, on a une cellule qui est quand même très sympa. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette cellule-là pour en afficher plusieurs à la fois et plus précisément en afficher autant que j'ai de cryptocurrency. C'est-à-dire que je vais écrire une fois le même code et ce code-là va être appliqué pour toutes les cryptocurrency que j'aurai dans mon tableau. Donc maintenant qu'on a créé notre cellule, on va essayer de l'exporter dans un autre fichier pour que ce soit un petit peu plus propre, et je vais vous montrer quelques astuces que moi j'utilise pour développer encore plus facilement grâce au SwiftUI. Et on va voir que le SwiftUI est vraiment quelque chose, est vraiment un outil en fait qui est fait pour faciliter le développement, et vous allez voir que c'est un outil extrêmement puissant et qui permet de gagner énormément de temps par rapport à d'autres outils. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, dans mon Content View, on a dit que c'est l'écran d'accueil, plus ou moins. Mon écran d'accueil, ça va pas être juste une cellule qui représente le Bitcoin. Non. Ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau fichier qui va s'appeler, donc un fichier de type SwiftUI View. Là, en fait, je crée une nouvelle vue. Et ce fichier-là, on va l'appeler par exemple CryptoCell. Puisque c'est la cellule, enfin, ce fichier-là va contenir une cellule de crypto. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déplacer toute la hash stack avec ces modifiers. Donc, on voit en fait que j'ai pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ma variable body. Je la prends et je la mets dans CryptoCell à la place du texte. Donc, au final, ça revient exactement au même que si on avait directement codé tout ce qu'on vient de faire dans un nouveau fichier. Alors là, bien sûr, il me manque la variable CryptoCurrency que je viens redéplacer dans CryptoCell. Et bien sûr, tout comme tout à l'heure, Content View avait besoin d'un paramètre, CryptoCell a encore une fois besoin d'un paramètre. Donc moi, ça va être CryptoList, crochet 0. Donc maintenant, en fait, dans Content View, on va pouvoir se concentrer sur la création de mon écran d'accueil.
Alors, je vais juste remettre un texte bidon pour pas que j'ai toutes ces erreurs, puisqu'il faut forcément un élément dans la variable body. Et bien sûr, comme maintenant j'ai supprimé la variable qui était ici, donc crypto de content view, et bien maintenant je n'ai plus besoin de paramètres. Donc c'est la même chose dans crypto app. Ok, très bien. Donc là, au final, ce que je voulais vous montrer, c'est que on va venir en SwiftUI déclarer chacune de mes vues, chacun de mes éléments. Donc ça peut être une cellule, ça peut être une photo de profil, ça peut être un fil d'actualité, bref, peu importe. Chacun des éléments qui va composer mon application, on va venir les définir dans un fichier SwiftUI. Et donc comme ça nous permet d'avoir quelque chose de très propre. Et on sait que si on veut travailler sur telle ou telle partie de l'application, on se concentre sur tel fichier uniquement. Alors, je relance la preview et maintenant on va voir qu'il existe quelques petites astuces pour visualiser encore mieux ce qu'on est en train de développer. Pour ça, ce que je peux faire, c'est modifier la preview. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une première structure dans chaque fichier qui s'appelle CryptoCell. Et puis, à chaque fois que je crée un fichier qui s'appelle ABC, eh bien, j'ai la structure ABC_previews qui est créée automatiquement. Et en fait, ça, si on la retire, eh bien, la preview est supprimée automatiquement. Donc, c'est cette structure qui est responsable de la prévisualisation en live. Et donc, à cet objet-là, qui est CryptoCell, qui est défini dans CryptoCell, enfin dans la preview, CryptoCell qui est défini dans la preview, eh bien je peux venir appliquer des modifiers. Je peux lui appliquer par exemple un modifier padding, je peux lui ajouter un background color, donc moi je vais lui appliquer la fameuse couleur de background, et puis je peux lui appliquer aussi un modifier qui s'appelle preview layout en size that fits. Et ça, en fait, eh bien, ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre et de visualiser ma cellule comme elle serait affichée, par exemple, dans un écran complet. Donc, voilà à quoi peut ressembler ma prévisualisation pendant que je suis en train de coder. Et donc là, je peux continuer à faire mes modifs, je peux changer la taille du symbole, je peux modifier les couleurs des flèches, etc., etc. Donc maintenant, j'ai ma content view qui a été développée. Ma CryptoCell qui a été développée. Et donc cette CryptoCell, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises dans Content View. Alors, Content View, on a vu dans la démonstration que c'est une vue qui allait contenir un titre qui s'appelle My Wallet, donc texte, My, hop, je vais y arriver, My Wallet, et en dessous, eh bien, on va venir ajouter autant de cellules que j'ai de crypto disponibles dans mon fichier data. Donc, pour ça, on va juste styliser déjà le texte avec différents modifiers. Donc, foreground color, et puis là, je viens appliquer la couleur qui s'appelle texte, donc le fameux blanc un peu gris. Ensuite, on va directement appliquer une background color, parce que là, on ne voit pas grand-chose. Donc, pour ça, je vais prendre mon texte, je vais la mettre dans une scroll view. Donc, une scroll view, c'est une vue conteneur, tout comme une H-stack ou V-stack, qui me permet en fait de scroller sur mon écran. Et donc dans cette scroll view, je vais mettre mon texte et puis je vais lui appliquer la background color. Donc la fameuse couleur de fond. Donc là on voit que j'ai ma scroll view qui prend une certaine largeur. Bon bah ok, d'accord, ça c'est ce qui est prévu par défaut. On va voir après comment on peut modifier cette largeur. Et donc mon texte ici, je vais le modifier un petit peu. Je vais lui appliquer la fonte qui s'appelle title. Là j'applique des polices prédéfinies, mais bien sûr on peut choisir au pixel près la taille, l'épaisseur et bien sûr les caractères de cette police, évidemment. Donc je vais lui appliquer également une font weight. Alors on va la mettre, moi je l'ai mis en bold. Et puis je vais lui appliquer un petit peu de marge. Donc je vais lui appliquer un padding, mais pas un padding sur tous les côtés. Je vais lui appliquer un padding vertical de 24. Donc ça m'ajoute un padding juste en haut et en bas. Bien sûr, on peut appliquer juste un padding en haut, juste à droite ou juste à gauche, etc. etc. Et je vais faire la même chose, mais selon l'axe horizontal, et cette fois-ci, de 16. Donc j'applique un padding de 24 en vertical et de 16 en horizontal. Donc voilà mon titre. Là, il est plutôt pas mal. Et ce qu'on va pouvoir faire ensuite, en dessous de ce texte, donc si on l'ajoute en dessous, ça veut dire que je les empile verticalement, je me trompe toujours. Donc je crée une VStack avec mon texte premièrement.
mais également une boucle for each. Alors encore une fois, la boucle for each, c'est un élément spécifique au SwiftUI. Pas besoin de comprendre en détail comment elle fonctionne. Là, je vous montre juste les possibilités de cet outil-là. Donc, la boucle for each va me permettre en fait de prendre une collection d'objets. Donc, ça peut être un tableau. Typiquement, moi, mon objet CryptoList, eh bien, c'est un tableau. Donc, c'est 7 éléments que je vais parcourir. Et puis, pour chaque élément, eh bien, que je vais appeler crypto, ce que je vais faire, c'est ajouter un objet qui s'appelle CryptoCell, qui prend en paramètre une crypto. Et ça tombe bien parce que l'objet de type cryptocurrency, eh bien, c'est l'un des éléments de CryptoList. Donc moi, je peux appeler crypto ici. Encore une fois, c'est normal si vous ne comprenez pas tout. Là, je peux vraiment, et j'insiste, vraiment, il ne faut pas que vous vous sentiez perdu, j'insiste sur la puissance du SwiftUI et vous montrer qu'en quelques lignes, on peut créer une application quand même hyper stylée. Alors là, il me manque juste un élément, c'est le paramètre ID qui me permet de définir comment j'identifie chacune de mes cryptos. Est-ce que c'est par rapport à leur symbole, leur nom, leur valeur? Bon bah moi on va dire que c'est par rapport à leur nom, par exemple. Mais on pourrait très bien créer une propriété de type identifiant. Alors, suspense, on va voir ce que ça donne avec tout ça. Et là, on a, comme par magie, la liste de toutes les cellules, de toutes les cryptos qui sont représentées sous forme d'une cellule. Et si par exemple en dessous j'ajoute un texte, eh bien on voit que le texte est ajouté pour chaque crypto. Donc ça veut dire que si demain j'ajoute une nouvelle crypto dans Data, eh bien cette nouvelle crypto va s'afficher à l'écran également. Alors là on va venir modifier quelques petits trucs, notamment le spacing. Donc on va venir modifier déjà l'alignement, puisque moi je vais aligner mon My Wallet à gauche. Donc je le mets en leading, et le spacing on va le mettre à 16 par exemple, ça me semble pas mal. Donc là on est bon, et on va juste ajouter un petit peu de marge autour des cellules, parce que là elles sont collées au bord de l'écran, donc c'est pas ouf. Et ce qu'on peut faire pour ça, eh bien, c'est tout simplement ajouter un petit padding sur toute la vue stack, comme ça au moins on est sûr que tout le contenu de la scroll view sera bien espacé du bord de l'écran. Donc voilà comment déjà on arrive à quelque chose de très sympa en quelques lignes de code. Au final on voit que j'ai ça et CryptoCell. Donc ces deux fichiers là, ici pour la cellule et ici pour l'ensemble des cellules, eh bien ces deux fichiers là me permettent, si j'affiche le canvas, donc c'est la prévisualisation, ça me permet tout simplement d'afficher ce type d'écran, de créer ce type d'écran. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est apprendre à naviguer dans notre application. On va créer plusieurs écrans, on va créer un deuxième écran et on va voir comment naviguer vers ce deuxième écran. Alors maintenant qu'on a créé notre écran d'accueil, et on voit évidemment que chaque cellule a été paramétrée automatiquement, donc la couleur, le nom, l'icône, etc. Tout ça a été défini automatiquement, a été configuré automatiquement par le SwiftUI, puisque nous on a défini que pour chaque crypto, on allait la représenter sous forme d'une cellule. Donc très puissant, on peut créer une partie de l'application une seule fois et l'utiliser plusieurs fois. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un écran de détail pour, lorsqu'on clique sur l'une de ces cellules, donc sur le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple, eh bien être redirigé, ça nous permettra d'apprendre à utiliser la navigation. Donc on va être redirigé vers un écran qui va nous donner un petit peu plus de détails sur cette crypto. Alors bien sûr, dans cette mini-formation, on ne va pas non plus apprendre à créer des graphiques, à aller chercher les valeurs en temps réel, etc., etc. Là, bien sûr, les valeurs sont codées en dur, ce sont des valeurs fictives, mais c'est typiquement quelque chose que vous pourrez apprendre à faire grâce au SwiftUI. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est apprendre à naviguer, mais avant de naviguer, il faut créer un nouvel écran. Donc pour ça, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler Crypto Detail Screen, donc Crypto Detail Screen. Et donc dans cet écran, eh bien, je vais venir, dans ce fichier, je vais venir définir à quoi va ressembler mon nouvel écran. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le processus ligne par ligne. Là, j'ai mon code qui est juste au-dessus. Je vais faire des petits copier-coller puisque c'est des choses qu'on a déjà vues dans la première partie de cette formation, notamment pour la cellule CryptoCell ou pour le fichier ContentView. Mais
on va y aller étape par étape et je vais faire des petits copier-coller. Donc déjà, notre fichier, comme vous l'avez vu dans la démonstration, il est composé de plusieurs choses qui sont toutes alignées verticalement. Donc pour ça, je vais créer une VStack. On veut toutes les aligner verticalement. Ensuite, la première chose que j'ai, c'est un texte qui représente le nom de ma crypto. Donc le nom de ma crypto, je l'obtiens avec la propriété crypto.name, mais pour obtenir le nom de la crypto, eh bien, il faut créer une propriété qui s'appelle crypto. Si je ne reçois pas de crypto, je ne peux pas aller chercher le nom qui se trouve dans le nom de la crypto, le nom qui se trouve dans la crypto que j'ai reçue. Donc let crypto.cryptocurrency, c'est exactement le même principe que dans CryptoCell. Je crée une propriété de type cryptocurrency. Si je voulais accepter une image de profil et, je sais pas moi, une équipe de foot, eh bien j'aurais une deuxième et troisième propriété de type image et de type équipe de foot. Donc là maintenant que j'ai créé mon paramètre, bien sûr il faut passer une valeur en paramètre. Donc là il va me dire effectivement qu'il manque un paramètre. Donc toujours la même chose, crypto list crochet 1, on va dire, pour changer. Et donc ça va me permettre d'afficher le nom de ma crypto qui est ici Ethereum. Alors moi j'ai également une image qui est disposée à côté du nom de ma crypto, sauf que dans la démonstration, le nom et l'image sont empilés horizontalement. Donc pour ça, je vais encapsuler le tout dans une hash stack. J'encapsule le tout dans une hash stack. Et alors là, il manque la parenthèse, l'accolade fermante. Et pour faire en sorte que les deux éléments soient dispatchés à droite et à gauche de ma vue, de mon écran, eh bien, je peux mettre un spacer. Donc le spacer, c'est l'élément qui vient s'intercaler entre deux et qui prend tout l'espace restant. Ensuite, donc ça c'est pour l'entête, on va dire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter les différents modifiers pour avoir une couleur de fond. Donc, je viens ajouter la couleur de fond background. Donc, je viens l'ajouter sur ma VStack. Comme ça, j'ai la couleur de fond. Je peux ajouter également un petit padding pour mettre un petit peu d'espace autour de toute l'entête. Et ensuite, ce que j'ai en dessous de l'entête, eh bien, c'est une autre VStack avec plusieurs textes. Donc déjà, j'ai le texte qui va représenter le nom de la crypto, le nom de la valeur, pardon. Et ce texte-là, je vais venir lui appliquer certains modifiers pour modifier un petit peu son aspect. Donc, encore une fois, là, on est vraiment sur quelque chose de classique. Je modifie le foreground color, la fonte. Donc là, on voit d'ailleurs que c'est un exemple qui nous permet de modifier de contrôler exactement la taille et l'épaisseur de la police. Et également font weight, alors là je me rends compte que c'est redondant puisque le font weight est déjà modifié ici. Ensuite on a la même hash stack que tout à l'heure, c'est-à-dire la flèche et le texte qui nous permet de comprendre, de visualiser la variation de cette crypto. Donc là encore une fois, je fais un petit copier-coller pour que ça aille plus vite. Et donc dans cette hash stack, on a premièrement le texte qui représente la variation et la fameuse flèche. Et donc, comme tout à l'heure, là c'est exactement la même ligne de code. On vient ajouter le foreground color qui va nous permettre en fait sur toute la hash stack, donc aussi bien le symbole, la flèche, que le texte, et bien sur les deux éléments on applique la foreground color. Donc autre avantage également du SwiftUI, c'est que grâce aux modifiers, on peut appliquer un style sur plein d'éléments en même temps, notamment le texte et la flèche. Donc ça c'est pour ce qui est de l'entête avec le prix et l'évolution. Alors je vais mettre juste un petit spacing sur la VStack qui entoure du coup ce texte-là, tous ces textes-là, donc la variation et la valeur. Donc j'encapsule le tout dans une VStack. Alors pourquoi je mets une VStack dans une VStack? On peut se dire que c'est un peu bête, parce qu'au final j'empile tout de manière verticale. Eh bien c'est pour contrôler de manière individuelle les espacements et les alignements. Si par exemple je veux aligner le tout au milieu, mais que certains des deux éléments, je veux les aligner à droite ou à gauche, eh bien je crée une VStack intermédiaire. Donc là je vais ajouter un petit spacing de 16.
Voilà, comme ça je peux contrôler le spacing qu'il y a ici et ne pas interférer avec le spacing qu'il y a ici. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que sur ma démo, c'était un spacing de 16 aussi. Bon, bref, peu importe. Ensuite, en dessous de cet élément-là, eh bien, je vais ajouter deux boutons, un qui va permettre d'acheter, entre gros guillemets, une crypto et un autre qui va permettre de les revendre. Alors pour ça, on va ajouter deux boutons alignés horizontalement. Donc je crée une hash stack. Et donc dans cette hash stack, eh bien, je vais venir créer un objet qui s'appelle un button. Donc le button, il est créé avec une action et un label. Et donc ici, je vais pouvoir contrôler en fait l'intérieur du bouton, enfin l'aspect du bouton et le code qui va être déclenché lorsque j'appuie sur le bouton. Donc le code qui va être déclenché lorsque j'appuie sur le bouton, on verra plus tard. Mais pour ce qui est du label, là, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste un texte avec différents modifiers. Donc ici, j'ai ajouté le bouton acheter par exemple, auquel je modifie la couleur de texte. Donc moi, j'ai utilisé la même couleur que celle de fond de l'application. Je modifie sa police, je modifie sa frame pour qu'elle prenne tout l'espace possible. Je lui ajoute un padding. Ensuite, après avoir appliqué ce padding, j'ajoute la couleur de fond, donc moi le jaune, et à tout ça, je viens couper un petit peu les bords avec un corner radius de 10. Donc ça c'est pour le premier bouton, et moi ce que je vais faire, eh bien, c'est faire un copier-coller de tout ça, et pour créer un deuxième bouton qui va cette fois-ci, alors le bouton acheter on va le mettre en deuxième, et le bouton vendre en premier, sauf que cette fois-ci ça va pas être, la couleur du texte, on va la mettre en blanc et la couleur de background, on va la mettre en, moi j'ai mis dans la démo texte 2. Voilà, donc un gris un petit peu transparent. Et donc là j'ai mes deux boutons qui sont côte à côte, qui ont le même visuel avec une couleur à chaque fois qui change. On va ajouter un petit peu d'espace, donc spacing de 16 entre les deux boutons, donc dans la hash stack qui contient mes deux boutons. Et donc maintenant on va voir comment faire en sorte que ces deux boutons-là me permettent d'acheter entre gros guillemets ou de vendre mes cryptos. Alors, on va faire en sorte que lorsque je clique sur acheter, eh bien j'ai une quantité de 1 ou de 2 en fonction de combien j'en ai. En gros, j'achète à chaque fois un coin, une crypto. Et quand je clique sur vendre, eh bien, ma quantité disponible diminue de 1. Alors déjà, on va finir la modélisation de notre vue. On va tout simplement ajouter un petit spacer entre la variation et les boutons. Donc si je ne me trompe pas, c'est ici. Comme ça, l'écran va venir prendre toute la place possible, la vue va venir prendre toute la place possible dans l'écran. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ici en dessous ajouter un label qui s'appelle, un texte qui représente la quantité que j'ai pour chaque crypto. Donc pour ça, on va venir ajouter un texte, donc text quantity, alors on va l'ajouter juste avant le spacer. Hop. Donc la quantité de 1 par exemple, qui est ici, et on va venir lui mettre une couleur de fond. Ok, très bien. Alors je vais juste mettre un petit peu de padding, ou alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre ce texte-là, hop, dans la VStack qui a déjà un spacing de 16. Comme ça, la quantité sera espacée de 16 par rapport à la variation. Donc là, j'ai mon texte qui affiche une quantité de 1. Et ce que je vais vouloir faire, c'est modifier cette quantité à chaque fois que j'appuie sur cliquer que je clique sur vendre ou acheter. Avant de faire ça, parce que ça va nécessiter une nouvelle notion en SwiftUI, et vous allez voir que c'est une notion qui est extrêmement puissante et qui permet de faire plein de choses, mais de manière très simple, contrairement à d'autres langages où il faut faire plein de configurations dans tous les sens. On va apprendre à naviguer vers cet écran de détail. Donc je le rappelle, on a un écran qui s'appelle Content View et qui définit une cellule pour toutes les cryptos que j'ai dans mon portefeuille. Et donc moi ce que je veux faire, c'est faire en sorte que lorsque je clique sur une des cellules, je navigue vers le deuxième écran, mais en plus de ça, que le deuxième écran soit configuré avec la crypto que j'ai sélectionnée. Et pour ça, vous allez voir que c'est tout simple. Il me suffit premièrement d'encapsuler tout mon écran dans un objet qui s'appelle Navigation View.
et ensuite de créer ce qu'on appelle un navigation link. Alors ici j'ai créé ma navigation view qui ajoute une barre ici. Alors on dirait que c'est plus un espace, mais en fait c'est la barre de navigation dans laquelle je peux ajouter des titres, je peux ajouter des boutons de navigation. Pour la cacher, on peut tout simplement appliquer le modifier qui s'appelle navigation bar hidden, qui prend le paramètre true, et ça me permet de cacher en fait la barre de navigation. Et donc navigation view, c'est la première étape pour naviguer vers un deuxième écran. Et la deuxième étape pour compléter la navigation, eh bien, c'est tout simplement d'encapsuler l'objet sur lequel je veux cliquer par un navigation link. Le navigation link, tout comme le bouton, prend deux paramètres, une destination et un label. La destination, c'est l'écran vers lequel on veut naviguer, et le label, c'est l'objet sur lequel je veux cliquer. Donc le label, moi, c'est la fameuse CryptoCell que je viens mettre ici. Et la destination, eh bien, c'est tout simplement l'objet qui s'appelle Crypto Detail Screen. C'est vers cet écran-là que je veux naviguer. Et cet écran-là, il prend en paramètre une crypto. Et ça tombe bien puisque la crypto sur laquelle je clique, eh bien, elle est définie ici dans la variable crypto. Donc si je lance la live preview avec le bouton play qui est ici, je peux d'une part naviguer et scroller dans mon application, mais en plus de ça, lorsque je clique sur une des cellules, eh bien, je navigue vers l'écran de détail en fonction justement de la cellule sur laquelle j'ai cliqué. Donc si je clique sur Solana, j'arrive sur l'écran qui est préconfiguré avec la crypto Solana, avec sa valeur, sa fluctuation, etc. Pareil pour Cardano, pareil pour l'Ethereum, pareil pour le Bitcoin. Donc là on voit que j'ai la fameuse barre de navigation qui s'affiche avec le bouton Back. Alors pour modifier ça, c'est très simple, on peut aller dans Crypto Detail Screen, qui est l'écran sur lequel je vais avoir la barre de navigation, et lui appliquer le modifier Navigation Bar Title Display Mode, et lui passer le paramètre Inline pour que la barre de navigation soit plus petite. Et pour modifier la couleur du bouton retour, ce que je peux faire, c'est retourner dans Content View et sur la Navigation View, appliquer le modifier qui s'appelle Accent Color, et le mettre égal à blanc. Donc on voit cette fois-ci que lorsque je navigue d'un écran d'accueil au Bitcoin par exemple, eh bien la barre de navigation est rétrécie, elle est plus petite qu'avant, et en plus de ça, le bouton de retour est blanc cette fois-ci. Donc ça c'est pour la navigation. Alors ça a été très rapide, mais au final c'est parce que c'est extrêmement simple de naviguer d'un écran à l'autre en SwiftUI. Il y a d'autres méthodes pour naviguer, notamment la tab bar, avec tous les icônes qui sont en bas de mon application. On a également ce qu'on appelle les feuilles, la présentation modale, là où on fait apparaître un écran de bas en haut, devant l'autre. Donc ça c'est quelque chose que vous connaissez si vous avez l'habitude d'utiliser des applications iOS, etc., etc. On ne va pas tout couvrir dans cette mini-formation, mais encore une fois, ce sont des méthodes qui sont extrêmement simples et on a très peu de lignes de code à écrire. Donc maintenant, revenons à notre objectif qui est de modifier la quantité lorsqu'on clique sur acheter ou sur vendre. On se rappelle, si on va dans Crypto Detail Screen, qu'on avait la possibilité d'ajouter du code lorsque l'on clique sur l'un des deux boutons acheter ou vendre. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, eh bien, c'est modifier la quantité lorsqu'on appuie sur acheter ou sur vendre. Et pour modifier cette quantité, il faut stocker cette quantité dans une variable. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je crée une variable quantity qui est égale à 1 par défaut, par exemple. Alors on va la mettre en flottant parce que peut-être que cette quantité est un chiffre à virgule, donc 1.0. Et ce qu'on va vouloir faire, eh bien, c'est venir modifier, lorsque je clique sur le bouton vendre, cette quantité, donc quantity égale quantity moins 1, et je vais faire la même chose lorsque j'appuie sur le bouton acheter, mais cette fois-ci je vais lui ajouter 1. Alors là on va voir que ça pose problème, puisque on ne peut pas modifier des variables classiques dans une vue. Pourquoi ? Parce qu'il faut que cette variable soit ce qu'on appelle une variable d'état. Une variable d'état, c'est tout simplement une variable que l'on va pouvoir modifier grâce à ce qu'on appelle un property wrapper state. Encore une fois, ce sont des notions spécifiques au SwiftUI. Et le fait d'ajouter le @state devant ma variable, eh bien ça va faire deux choses. La première, ça va me permettre de modifier cette variable-là, mais en plus de ça, ça va faire en sorte qu'à chaque fois que cette variable est modifiée, eh bien la vue soit mise à jour automatiquement.
Donc là maintenant, si j'utilise la variable quantity dans mon texte, ici, donc au lieu d'écrire 1, je viens utiliser l'interpolation de chaîne de caractères pour mettre la valeur quantity, eh bien on va voir que cette quantité va passer de 1 à 2 à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton acheter. Donc lorsque je lance mon application et que je clique sur le bouton acheter ou vendre, eh bien à chaque fois que je clique sur le bouton acheter, la quantité augmente de 1 automatiquement sans que j'ai à venir modifier ce qui est inscrit dans le texte. Et pareil pour vendre qui me permet de diminuer la valeur de quantité et donc de modifier le texte qui est affiché ici. Et donc ce qu'on peut faire pour terminer sur ce projet très court mais très intéressant et très puissant aussi, eh bien c'est de multiplier la valeur de l'Ethereum, en tout cas de la crypto qui est affichée, par la quantité. Donc pour ça, on va devoir venir ici, alors où est-ce que c'est? Lorsqu'on affiche la valeur de la crypto, on ne va pas afficher la valeur de la crypto elle-même, mais la valeur de la crypto multipliée par la quantity. Donc quantity fois crypto.value. Et lorsque je fais ça, eh bien encore une fois, à chaque fois que quantity va être modifiée, puisque c'est une variable d'état, eh bien à chaque fois qu'elle va être modifiée, le texte, ou en tout cas tous les éléments visuels qui utilisent cette variable-là, seront mis à jour automatiquement. Donc lorsque je clique sur acheter, cette fois-ci d'une part le texte qui indique la quantité est mis à jour, mais en plus le texte qui indique la valeur totale de mes actifs en crypto est modifié. Donc ici je peux cliquer sur acheter ou vendre. Hop, et si je vends pour en avoir 0, eh bien le solde total est à 0. Donc pour récapituler, on a un fichier Content View qui affiche toutes les cryptos, qui me permet de scroller dans l'application. Hop, alors là je redémarre la preview, des fois elle s'arrête. Je peux naviguer sur les différentes cryptos et je peux en sélectionner une pour arriver sur un écran de détail sur lequel je peux acheter ou vendre mes cryptos. Donc on voit au final que le SwiftUI c'est un outil qui est extrêmement puissant parce qu'on peut en quelques lignes de code développer une vue dans l'application. Donc au final l'application au global est très facile et très rapide à développer. Et en plus de ça, on a différentes gestions de données, notamment avec le state qu'on vient de voir, mais bien sûr il y en a encore plein d'autres. Il y a plein d'autres notions qui nous permettent de gérer les données, de partager des données d'un écran à l'autre, etc., etc. Bien sûr, on n'a pas le temps de tout couvrir dans cette mini-formation, mais là, je voulais vraiment vous montrer à quel point le SwiftUI est extrêmement puissant pour créer des vues et pour gérer les données dans ces vues. Bon, c'était pas mal de contenu, tout ça. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé le cerveau. En tout cas, si vous n'avez pas tout compris, ce que j'ai expliqué, c'est tout à fait normal. Encore une fois, je le répète, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer la puissance de cet outil qui est le SwiftUI. Mais bien sûr, c'est normal si vous n'avez pas tout compris et si vous ne vous sentez pas capable actuellement de refaire exactement la même application. C'est tout à fait normal. Et maintenant, du coup, quelle va être la prochaine étape? Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est tout naturellement une de mes formations phares, c'est même la formation la plus vendue sur mon site, qui est le guide ultime du SwiftUI. C'est vraiment ma plus grosse formation, celle dans laquelle j'ai mis le plus de temps, j'ai investi le plus de temps et d'argent. C'est vraiment celle qui me tient le plus à cœur, c'est un petit peu mon bébé sur ma plateforme de formation. Donc, ce guide ultime du SwiftUI, qu'est-ce que c'est? C'est une formation complète pour créer son application en SwiftUI. Elle va vous amener du point A, qui est le point où vous n'avez aucune connaissance particulière en programmation. Alors bien sûr, si vous avez déjà des bases, c'est un bonus, tant mieux. Et puis, elle va justement vous permettre de créer votre première application à travers plus d'une dizaine d'heures de vidéos explicatives. Donc, dans cette formation, il y a la partie vidéo. Chaque chapitre est décomposé en 4 sous-parties. Premièrement, une partie pour comprendre, donc ça c'est l'aspect un petit peu théorique de la notion qu'on découvre dans le chapitre. Ensuite, une partie pour appliquer ce qu'on vient de découvrir, la nouvelle notion. Et ensuite, une partie pour évaluer, pour vérifier que vous avez bien compris cette nouvelle notion qui est abordée dans le chapitre. Et enfin, une partie pour aller plus loin, si jamais il y en a parmi vous qui veulent aller un petit peu plus loin dans la notion qui est abordée dans le chapitre. Et donc chaque chapitre est organisé à travers ces 4 parties, et tout au long de la formation, eh bien, on va développer une application pour traquer ses habitudes. Donc
Je vous en parle plus en détail sur le site, vous pourrez aller voir la présentation de cette application et de la formation sur le site. Et donc, accompagné de cette dizaine d'heures de vidéos, vous allez recevoir un PDF avec tout le cours en version texte, plus des exemples de code et le code que j'écris bien sûr dans les différentes vidéos. Donc comme ça, pour ceux qui préfèrent suivre une formation au format papier ou avoir les codes sources à côté, bien sûr, vous aurez accès à ces codes sources. Et en plus de ça, vous aurez un accès au groupe privé Slack. Donc le groupe privé Slack, c'est un groupe qui est accessible seulement aux membres de la formation SwiftUI. Et grâce à ce groupe, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc si jamais vous êtes perdu sur un chapitre en particulier, une notion en particulier, ou peut-être une application que vous voulez créer vous-même et vous ne savez pas comment développer telle ou telle partie, parce que c'est pas forcément expliqué dans le cours, eh bien vous pourrez poser vos questions sur le groupe privé Slack. Et du coup, à la fin de cette formation, vous aurez votre première application de développer que vous pourriez très bien déjà publier sur les stores ou tout simplement simuler sur votre propre téléphone si jamais vous n'avez juste envie que de développer une application à titre personnel. Donc si cette formation vous intéresse, eh bien vous pouvez vous rendre sur mon site développeurlibre.com et vous allez trouver toutes les informations concernant cette formation. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour votre apprentissage du SwiftUI. Nous, on se retrouve tout de suite dans la formation et je vous dis à très bientôt.